Bonsoir, bonsoir à tous. Nous sommes de retour pour les Jeux paralympiques qui viennent tout juste de commencer hier soir. Et comme pour les Jeux olympiques, une équipe de choc est avec moi, Elena, Charlotte et Bastien. Salut à vous trois. Salut. Donc on a vécu ensemble la cérémonie hier soir. Pour commencer un peu, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette cérémonie paralympique? C'était une première en France. Pour moi, c'était une belle cérémonie avec un joli spectacle et des jolis tableaux bien préparés. Donc, c'était plutôt une cérémonie très positive. Ouais, contrairement aux cérémonies d'ouverture et de clôture des JO, moi j'ai trouvé que du coup le message était quand même plus clair et que on n'avait pas forcément besoin du script pour comprendre. Après, par contre, comme d'hab, et à toute cérémonie, c'est par un moment assez long, peut-être même un peu trop, après ça c'est assez habituel, hein, c'est protocolaire. Mais c'est aussi, je pense, pour ça qu'on comprend peut-être mieux le sens. Et c'est aussi pour ça que moi, en tout cas pour mon cas, je m'étais senti un peu perdu dans tous les tableaux différents qu'on avait pu avoir dans les cérémonies pour les Jeux Olympiques. Donc voilà. Moi, j'ai bien aimé aussi. J'ai bien aimé le cadre. Je pensais que ça allait être dans un stade, enfin dans le Stade de France, et au final, c'était au niveau de la place de la Concorde. Donc, j'ai trouvé ça bien qu'ils fassent aussi en extérieur pour les Jeux paralympiques. Et sinon, pareil, j'ai trouvé quelques longueurs parfois, mais sinon, c'était une belle cérémonie. Comme tu le disais Bastien, le message était assez clair pour cette cérémonie, mettant en avant le regard finalement, que ce soit des personnes qui ne connaissent pas forcément le handicap et la vision des personnes qui détiennent un handicap. C'était un message fort pour vous qu'il était important d'incarner dans cette cérémonie, celle-ci? Ouais, en vrai, pour moi, je sais que le handicap me touche dans un cercle assez proche. Donc voilà, je peux connecter un peu tout ce qui en découle, même si du coup je suis pas concerné, on va dire, personnellement par un handicap, mais du coup c'est quand même un message qui me touche. Et du coup j'ai eu l'occasion de faire la vidéo, l'avant-dernière vidéo sur notre compte Insta et sur nos différents réseaux, pardon. Et du coup elle a plutôt fait réagir parce que les gens ont tout de suite vu ça comme une attaque frontale à Teddy Riner. Alors que c'était pas du tout le cas. C'était juste pour essayer de mettre en lumière le sentiment que les personnes en situation de handicap pouvaient ressentir lorsque, on va dire, des gens valides posent leur regard sur eux ou justement ne le posent pas du tout par peur de faire une erreur ou de déranger ou quoi. Donc au final, c'est un peu, ils ont cette sensation de soit avoir soit un sentiment de pitié en permanence, soit un sentiment de poussière un peu cachée sous le tapis, quoi. Alors que faut pas oublier qu'ils représentent quand même 18% de la population française. Après, il y a tout type de handicap, hein. Ça va du tétraplégique à l'amputé, au handicap invisible. Mais donc du coup, voilà, je pense que c'était un message assez important à faire passer. Et c'est pour ça que j'ai quand même énormément aimé les différents messages qui ont pu passer au cours de la cérémonie par des personnes en situation de handicap, athlètes ou pas athlètes. Ouais, moi, comme Bastien, je pense que le handicap, c'est pareil, ça touche, enfin, moi, ça me touche personnellement dans un cercle assez proche. Donc, évidemment, on se sent toujours plus concerné. J'ai aussi beaucoup apprécié, comme disait Bastien, les messages en fait qu'il y avait tout au long de la cérémonie parce que ça fait réagir, c'est impactant et c'est surtout tourné de façon à ce que, comme le disait Bastien, nous quand on est valide et qu'on essaie de défendre cette cause-là, tout de suite c'est pris pour de la défense envers les handicapés, alors que c'est avant tout pour mettre en avant une cause et surtout pour arrêter de les prendre comme des héros. Malheureusement, c'est leur vie et ils sont comme ça et ils se débrouillent très bien comme ça. Et justement, en accentuant cette différence qu'ils ont parfois, je pense que ça les handicape encore plus que leur vrai handicap de base. De les voir vraiment finalement, ne pas les voir uniquement par le prisme, du handicap et pour ce qui est en tout cas des athlètes qu'on va suivre pendant les paralympiques, de les voir aussi comme des athlètes à part entière
qui, font leur sport, qui essayent de dépasser, leurs performances et de tenter des records. Et je pense que cette cérémonie, elle va aussi permettre de pointer du doigt aujourd'hui des paradoxes, c'était tout le titre d'ailleurs de la cérémonie ce soir, de montrer des paradoxes dans notre société où on va pendant 2 semaines à mettre en avant, des athlètes, paralympiques ou à côté, dans la vie de tous les jours, bah, le handicap est pas nécessairement toujours très bien représenté. Je pense que typiquement, on a peu à la télévision, de personnes, d'animateurs, qui sont en situation de handicap. C'est en train de changer. On n'a pas dans les vies de tous les jours aussi un accès, toujours, bah, une accessibilité toujours, très présente pour les personnes en situation de handicap et peut-être que cette cérémonie aussi a envoyé ce message-là pour que les lignes changent, dorénavant. Bah, là-dessus, je suis totalement d'accord. Faut pas oublier que Paris, par exemple, est extrêmement, mais extrêmement limité en termes d'accès aux personnes à mobilité réduite. Il y a très peu d'ascenseurs, par exemple, pour accéder aux bouches de métro. Très peu, bah, même de, je sais pas, de différents escalators pour des personnes encore une fois à mobilité réduite. Donc, si ça peut déjà faire bouger Paris de ce niveau-là, ça peut être très bien. Moi, je sais que j'ai pu faire mes études à Lille. C'est pas la même dimension de transport, mais chaque transport en commun possède son dispositif aménagé pour les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. Donc voilà, là-dessus c'est très important. Et il faut arrêter justement de par exemple, quand on voit des athlètes, qu'on fait des reportages sur eux, moi, le truc qui me vient souvent à l'esprit, c'est Théo Curin, hein, donc un immense champion paralympique qui fait différents exploits. Il traverse, il nage sur des kilomètres et des kilomètres d'île en île. Bon, c'est un extraterrestre. Euh, et, euh, et à chaque fois, dans des reportages, on lui demande, mais du coup, comment il fait pour conduire, machin, alors que, bah, parce qu'il est amputé du coup des 4 membres. Je suis désolé, mais on s'en fout de comment il fait pour conduire. Moi, j'ai envie de savoir comment il s'entraîne, comment il se surpasse, par quelles difficultés il passe dans ses entraînements. Est-ce que mentalement, bah, c'est dur, mais en fait, comme un athlète lambda, on a pu voir sur France Télé avant-hier des reportages sur Sarah Balzer, il y en a eu un sur Théo Curin aussi, sur la petite aventure qu'il a fait avec un de ses amis, ou d'autres athlètes olympiques. Donc, pour moi, c'est là-dessus le plus important, c'est se centrer autour de leur performance sportive avant de se passer par leur handicap. Bah, ouais, c'est complètement ça et je pense que c'est ce qui a voulu être montré, ce soir. On a parlé d'une révolution, je pense, dans la vision aussi, de l'handicap, qui faisait évidemment résonance, à la place de la Concorde où avait lieu, la cérémonie ce soir et je pense que cette révolution, de la vision qu'on peut avoir du handicap, est quelque chose qui va, je l'espère en tout cas, être un peu un reste de ces jeux paralympiques qu'on va assister. Et si on revient plutôt sur la cérémonie en est-ce qu'il y a une séquence qui vous a le plus marqué ou le plus plu, s'il fallait vraiment en retenir qu'une seule? Alors moi, je vais commencer par celle qui m'a le plus déplu, heu, c'est la reprise d'Édith Piaf de Christine and the Queen. Je sais pas, j'ai pas du tout apprécié, j'ai trouvé que c'était complètement dénaturé la chanson. Donc du coup, vraiment cette partie-là m'a absolument déplu et celle qui m'a le plus plu, je crois que c'est le tableau où en fait, on suit tout au long du tableau une personne en béquille et en fait qui rapproche vers lui tout un monde différent, enfin qui vraiment leur apprend comment utiliser les béquilles, leur montre comment faire et comment avancer. Et j'ai trouvé ce tableau-là super bien pensé déjà et en plus super original du fait que vraiment bah, de la pensée en fait de ce tableau-là. Bah, moi, malheureusement, j'ai pas pu voir enfin, la moitié, je dirais, de la cérémonie. Mais sur la deuxième moitié, j'ai bien aimé le moment où il y a eu le boléro de Ravel, parce que c'est une musique que j'aime bien et je trouvais que là, c'était bien amené avec la petite chorégraphie et tout ça. Et c'était au moment où on a revu la flamme apparaître. Donc, j'ai bien aimé ce moment-là. Mais du coup, moi aussi, je vais citer un moment que enfin, du coup, c'est plusieurs moments, mais qui m'ont un peu déplu, mais ça, c'est pas la cérémonie en elle-même, c'est surtout
la réalisation où il y avait pas de, je trouvais qu'il y avait pas de sens de quand les consultants pouvaient parler. Par moment, c'était irregardable et c'était horrible à écouter parce que on ne pouvait pas se plonger dans la musique, justement, qui est archi importante dans ce type de cérémonie, puisqu'il n'y a pas beaucoup de paroles, il n'y a pas de, souvent les danseurs, bah, on les voit d'assez loin, donc des fois c'est assez compliqué de les imaginer ou quoi. Donc la musique est très importante et au final, bah, on avait les consultants qui bah, faisaient que de parler. Daphné Burki, qui on sait qu'elle travaillé dessus, bah, des fois elle nous balançait à l'avance ce qui allait se produire, mais du coup, là-dessus, enfin, je trouve qu'on marche sur la tête. Du coup, c'est pas possible. L'aspect de surprise, il est tout de suite perdu. Donc voilà, je trouve que là-dessus, je trouve que les consultants ont pas bien préparé leurs choses parce que en gros, ils parlaient trop, quoi. Ou sinon, ils parlaient au mauvais moment. Il y a des moments où la musique est archi importante et du coup, le fait qu'ils parlent, et en plus, des fois, je trouve qu'ils parlaient tous en même temps, bah, du coup, ça nous sort complètement de l'aspect immersif de la cérémonie où la musique, pour moi, joue un rôle énorme. Donc là-dessus, je trouve ça vraiment dommage. Mais après, ouais, en termes de moments préférés, bah, ça, c'est ce que j'adore souvent le plus dans chaque cérémonie, c'est vraiment les derniers relais de la flamme où on a accès à tous différents champions. Donc là, on a pu avoir différents handicaps, différentes catégories d'âge. Euh, et donc là, à la fin, ils finissent par allumer à 5 ou 6 la flamme. Donc voilà, revoir à nouveau cette flamme s'élever dans le ciel de Paris, c'était vraiment cool. Et ouais, bah, du coup, j'ai trouvé aussi que ça permettait de découvrir, bah, certains athlètes, paralympiques vu qu'on les connaît quand même, moins que les athlètes olympiques et j'ai bien aimé le fait qu'ils mettent, le nom, en fait, des athlètes sur l'écran. Parce que je crois que ça, c'était pas le cas à la cérémonie d'ouverture, des jeux olympiques et des fois, du coup, il y avait des athlètes qui passaient et on savait pas vraiment qui c'était. Donc là, il y avait les noms et tout, donc on a pu, découvrir certains athlètes et je trouvais ça bien. Moi, j'ai bien aimé, alors je sais pas si c'était une référence ou pas, mais aux 5 athlètes qui finissent par allumer la flamme, en référence peut-être aux 5 sens ou aux 5 doigts de la main et donc du coup, en fait, vraiment, ça mettait en avant, tout toute notre partie humaine, en fait, qu'on peut être et qu'on peut représenter. Ouais, je pense que c'est ça, ça voulait peut-être aussi montrer, les différents handicaps, qui, étaient représentés dans cet, allumage de la vasque et je pense que c'est ce qu'ils ont voulu aussi faire transparaître, dans cette séquence. Alors, du coup, justement, il me semble que je sais plus si j'ai entendu ça, mais en tout cas, parce que sur la fin, il y a en tout genre 12 relais, 12 relayeurs de flammes, et ça, c'était en rapport avec les 12 relais qu'il y avait eu de la flamme olympique enfin, dans toute la France. Donc là, c'était la seule info que j'ai pu réussir à capter. Mais si le vrai message, c'était justement avec les cinq athlètes, le fait de bah, voilà, faire corps, bah, c'était vraiment, en tout cas, très réussi. Choix de Paris, 2024, que ce soit dans la cérémonie, paralympique ou olympique, il y a 3 semaines, de mettre en avant aussi, à chaque fois, là d'être 5, avant c'était un binôme, là où d'autres pays à chaque fois mettent, l'accent sur une seule personnalité et je trouve ça bien en fait de montrer, ouais cette, collaboration à plusieurs et cette, union, qui je trouve symbolise pas mal aussi, l'esprit un peu français, qui se perd un peu en ce moment dans cette, époque, épidermique et de division, mais qui reste malgré tout, un peu dans notre âme française. Et justement, ils étaient 2 au départ, à être nos porte-drapeaux durant la cérémonie. Ils sont venus comme ça sur la musique, on a entendu du Johnny, comme, la cérémonie d'ouverture des jeux olympiques. Nos 2 porte-drapeaux, Nantenin, Keita et Alexis Anquincan. Mais avant du coup de revenir sur leurs exploits, on va tout de suite, écouter Elena qui va nous présenter notre porte-drapeau féminine pour commencer, Nantenin Keita. Donc Nantenin Keita, c'est une sprinteuse âgée de 39 ans. Elle a été le porte-drapeau donc de notre délégation paralympique française pour ces Jeux paralympiques de Paris.
Elle a remporté déjà 4 médailles d'or aux championnats du monde et un titre paralympique en 2016 à Rio dans le 400 mètres. Donc elle participera pour la 5e fois aux Jeux paralympiques et a pour but de confirmer sa place parmi les meilleures sportives de sa génération. Donc elle est née à Bamako au Mali et c'est la fille de Salif Keïta, un célèbre chanteur qui est atteint d'albinisme. Et comme son père, elle est atteinte d'albinisme aussi. Donc elle a toujours admiré son père et a toujours trouvé en lui un modèle de soutien et vraiment une force qui l'a poussée à défendre, outre sa carrière sportive, à défendre et à être fervente défenseuse de l'albinisme en fait. Et elle a créé donc une association, Salif et Nantena Keïta, qui œuvre donc pour améliorer la vie des enfants au Mali et sensibiliser le public sur cette maladie et sur les conditions dans lesquelles les albinos vivent en fait au Mali et dans ces pays qui considèrent en fait l'albinisme comme un sort qui a été jeté sur une famille et sur les enfants qui sont touchés. Donc Nantena Keïta, outre le fait d'être une sportive de haut niveau, c'est une sportive qui a ouvert sa carrière sur vraiment une vie associative complète à côté. Et donc, est-ce que pour toi, elle a des chances, de remporter une nouvelle médaille, cette année? Je crois qu'elle avait remporté à Rio. Je ne sais pas si elle avait remporté, dans les éditions, suivantes, paralympiques. Mais est-ce qu'elle a des chances, pour ces, Pour moi, elle a des chances de remporter encore une médaille. Après, comme on le disait aux Jeux Olympiques, on a eu tellement de surprises et tellement d'anciennes ou d'anciens sportifs qui se sont fait un peu mettre à l'écart par les nouvelles générations que oui, elle a toutes ses chances. Après, il faut voir en fonction des nouvelles générations aussi qui sont très présentes sur ces Jeux. on suivra ça et sinon il y a un deuxième porte-drapeau, c'est Alexis, Anquincan que tu nous présentes, pour ta part, Bastien. Oui, donc Alexis Nquincan, bah, il a 38 ans aujourd'hui, donc il est né, enfin, pardon, il a eu un accident le 5 août 2010 à l'âge de 24 ans. C'était un accident du travail, euh, ce qui est assez régulier dans les handicaps aujourd'hui, souvent des accidents du travail domestique. Donc il a dû subir une amputation de son tibia droit en septembre 2013 suite à plusieurs opérations. Durant sa jeunesse, donc avant cet accident, il a pu expérimenter quand même le sport à un très bon niveau avec le basket puis ensuite la boxe, en spécificité full contact où il me semble qu'il fait des championnats d'Europe de type amateur. Donc suite à son opération et sa rééducation, et il se lance le défi qui est quand même assez fou de se dire bah, je deviendrai quand même le meilleur champion possible en paratriathlon. Il a un peu choisi ça comme ça et ensuite bah c'est parti et donc un petit coup d'œil sur son palmarès. C'est quand même bah du coup 6 titres de champion du monde et 6 titres de champion d'Europe. Il gagne globalement tout tous les ans, sauf avec une année de pause due au Covid. Donc il est tout simplement quand même au-dessus de ses concurrents dans la catégorie dans laquelle il concourt, la PTS4. Donc cette spécificité, c'est un manquement de coordination ou le fait d'avoir subi la perte d'un membre. Et il est également champion olympique en titre. Donc cette année, il remet le titre en jeu avec tout le poids des épaules qu'importe d'être porte-drapeau. Et je suis sûr qu'il a forcément décroché une médaille. Il semble vraiment au-dessus. Mais on espère quand même que ce sera la plus belle. Et j'aimerais juste bah, finir par une citation qu'on peut trouver sur son site internet à lui, où bah, du coup qui rassemble quand même beaucoup, qui ressemble quand même énormément à la devise des Jeux paralympiques. C'est seul on va vite, mais ensemble on ira plus loin. Et ensemble, en tout cas, ils ont porté, haut nos couleurs, ce soir et est-ce que vous avez pensé que c'était un bon choix, de la part, des organisateurs français de nommer ces 2 porte-drapeaux? Ouais, en vrai c'est quand même un très bon choix. C'est du coup déjà des athlètes confirmés qui ont plusieurs Olympiades. Nantenin, elle en a 5, c'est quand même extraordinaire. Donc avoir une telle longévité, ça impose le respect et être porte-drapeau justement, ça se gagne bah, avec le respect, la longévité. On a vu hein, avec Mélina Robert-Michon, entre guillemets, elle a été que vice-championne olympique sur une Olympiade, mais elle a fait 4 Olympiades, si je dis pas de bêtises. Elle fait les championnats du monde tous les 2 ans, tous les ans. Elle est multiple championne de France. Donc, ce qui importe vraiment pour être porte-drapeau et représenter au mieux sa nation en tête de file d'une délégation, c'est vraiment la longévité
et le fait de se dédier entièrement et sur une majeure partie de sa vie à son sport. Et c'est surtout ce qui importe quand même pour des porte-drapeaux, je trouve, plus que le fait que ce soit déjà des sportifs ultra récompensés par les médailles. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Bastien, du coup, et je trouve ce qui était bien aussi, c'était de faire la liaison avec toute cette première partie du circuit de la flamme olympique, de l'arrivée de la flamme olympique, d'ailleurs, qui a été accueillie par Nantenin Keita aussi, puisque ça a été l'une des premières relayeuses, et faire cette transition avec Florent Manodou et tout le reste des relayeurs, je trouve que ça a été vraiment bien pensé. Bah, c'est ça et puis, même, c'est comme tu le disais, elle a été la deuxième relayeuse, de la flamme, olympique et c'est vrai que d'avoir un trait d'union, comme ça avec, entre les jeux olympiques et paralympiques, c'est un bon signe qui est envoyé et d'ailleurs, il y a la question qui revient souvent de pourquoi est-ce qu'on met pas les jeux olympiques et paralympiques, en même temps? C'est vrai que c'est une question qui est beaucoup revenue, ces dernières semaines, et au vu de l'engouement de l'événement et c'est vrai que, bah, la réponse elle a été apportée, je pense, à moult reprises, je pense que Tanguy, Estanguet, est revenu dans plusieurs interviews. C'était vrai que, au niveau organisation, ça serait pas nécessairement possible puisqu'il faudrait, remettre, certaines épreuves sont pas exactement, dans les mêmes dispositions. Il y a des adaptations, il y a certains sports d'ailleurs, il y a 2 sports là qui vont faire leur apparition pour les Jeux paralympiques qui ne sont pas exercés, dans les Jeux olympiques. Et en plus, il y a la volonté de réutiliser les mêmes sites. Donc sinon il faudrait encore plus de sites. Il faudrait encore plus de moyens finalement pour construire des sites supplémentaires. Donc au moins là, comme ça permet de garder les mêmes sites et puis même, de pouvoir, je pense que je sais pas ce que vous allez me dire ce que vous en pensez, mais le fait aussi, si jamais c'était organisé en même temps, je pense que les athlètes olympiques qui sont davantage médiatisés et encore, pas tous, certains le sont beaucoup plus, comme des Teddy Riner qui sont beaucoup plus médiatisés de par leur notoriété que d'autres, athlètes, qu'on a pu mettre en avant ensemble, les 3 il y a 3 semaines. Mais si jamais ça avait lieu en même temps, je pense que, si les paras avaient lieu en même temps, peut-être que les olympiques, on va dire, enlèverait un peu de médiatisation, aux paralympiques. Parce que souvent, malheureusement, on met souvent en avant, les athlètes les plus, connus. Bah, là-dessus, on peut que te rejoindre. Déjà, rien que pendant les Jeux, il y a déjà tellement d'épreuves qu'il y a énormément de choses qu'on a du mal à suivre. Et souvent, bah, après c'est assez logique, hein, mais les diffuseurs de chaque pays privilégient souvent leurs athlètes. Donc il suffit d'avoir une nation qui marche bien et au final, bah, tu passes ton temps à courir après tes athlètes français qui vont aller chercher des médailles à droite à gauche. Et au final, des fois, il y a des sports qu'on voit pratiquement pas. Là, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête. Je dirais le badminton, par exemple. Le badminton, on l'a vu assez peu, je dirais, à la télé, parce que malheureusement, nos joueurs sont sortis assez tôt, dès le deuxième, troisième tour. Et après c'était fini. Ou même le tennis, par exemple. Du coup, moi, je suis un grand fan de tennis, mais on a eu à un moment quelques affiches qui apparaissent pas parce que bah, on avait des athlètes français et pourtant c'est du top mondial en termes de niveau qu'on pouvait avoir. Et au final, bon après c'est logique, hein, les diffuseurs font leur choix et ils ont que 2 ou 3 chaînes pour pouvoir balancer leur sport. Mais forcément tout de suite, on peut se douter que si les Jeux paralympiques et les Jeux olympiques se font en même temps, il y aura clairement une privatisation, enfin pas une privatisation, pardon, c'est pas le bon mot, mais une prioratisation, une priorité, bref, qui sera donnée aux athlètes olympiques par rapport aux paras. Bah, moi, je vous rejoins là-dessus, de toute façon, comment ne pas vous rejoindre, mais je pense que c'est surtout, même en termes de temps. Là, on est à 2 semaines et demie pour les Jeux olympiques, on est à 10, 11 jours pour les paras. S'il fallait mettre les épreuves, par exemple, de judo, des paras en même temps que les épreuves que les épreuves des Jeux olympiques, ce serait en termes d'organisation de dojo et en termes même juste de temps, ce serait
une prise de temps énorme, notamment pareil pour le cyclisme. S'il fallait mettre tout le monde au départ en même temps, c'est déjà pas les mêmes adaptations. C'est au niveau du circuit, il y aurait vraiment des choses à adapter au maximum. Et je pense que ce serait vraiment du temps qui manquerait en fait à la finalité pour les épreuves. Et même, je trouve, d'un autre point de vue, ça perdrait un peu de son sens parce que je suis pas sûr que les athlètes paralympiques logent tous dans un village olympique, dû justement au, ouais, mais c'est ça, aux équipements que leur situation nécessite. Donc souvent chaque délégation sont dans des hôtels spécialisés où justement il va y avoir tous les ascenseurs qu'il faut, les espaces qu'il faut, etc. Donc du coup, forcément, du coup, tu crées une scission entre les deux. Donc tu perds du coup vraiment tout le sens. Enfin, tu veux les mettre en même temps, mais au final, tu les sépares. Donc ça perdrait tout son sens, je trouve. Donc non, c'est bien qu'ils aient leur jeu et ça leur permet de prendre toute la lumière. Peut-être que ce qu'on aurait pu faire, c'est le mettre dans la semaine d'après. Mais là, juste, c'est un point de vue organisationnel. C'est juste, bah, pas possible, quoi. Donc voilà, c'est après aux médias de faire leur taf et de faire en sorte que ça passe en priorité par rapport à autre chose. Tu voulais ajouter quelque chose, Charlotte? Non, bah, du coup, je rejoins, ce que vous dites. Je suis totalement d'accord. Bah, aussi au niveau de l'exposition, ce serait pas du tout, la même chose et je pense qu'ils méritent aussi, bah, leur propre cérémonie, la enfin, tout ce qui est enfin, la même chose, en fait, que les jeux olympiques, mais du coup, pour les paras et voilà. Par contre, j'avais vu, je crois, un reportage où ils montraient, que justement le village olympique, avait été, complètement adapté pour les personnes en situation de handicap. Donc ça, je pense qu'ils sont quand même au village olympique, mais c'est juste que du coup, il n'y a pas la place pour et les athlètes olympiques et les athlètes paralympiques en même temps. Voilà, mais sinon, ouais. Et après, moi je voulais ajouter le seul point négatif, je pense qu'on peut trouver là aux Paralympiques, c'est que ça tombe malheureusement au moment de la rentrée, que ce soit pour les scolaires ou pour la plupart des gens qui rentrent de vacances, ils vont reprendre le travail début septembre et du coup, l'audience, je pense, sera moins importante sur les chaînes télévisées, que ce soit peu importe quelle chaîne, ça va être moins vu. En tout cas, on essaiera de voir si l'engouement, continue. Tu voulais peut-être, ouais, rajouter quelque chose, Charlotte? Non, je voulais dire que du coup, je crois que France Télévisions, ils font exactement la même couverture, que pour les jeux olympiques, donc couverture, 24 heures sur 24, il me semble, sur différentes chaînes et ils montrent vraiment toute la journée et cetera comme pour les jeux olympiques et je sais pas si ça avait été déjà fait, par le passé, mais en tout cas, je trouve ça bien que qu'ils fassent qu'ils les mettent à la même enseigne totalement, quoi. Ouais, mais du coup, là-dessus, bah, c'était aussi de ça qu'était née la pseudo-polémique autour de l'athlète en basket fauteuil et Teddy Riner. C'était que Teddy Riner et Marie-Jo Perret qui étaient justement intervenus parce que il y avait eu il commençait à y avoir des rumeurs comme quoi les diffuseurs ne diffuseraient pas en intégralité, ils feraient comme avant, ou ce serait plus en milieu d'après-midi et ils mettraient pas forcément le soir pour récupérer les programmes télé habituels, etc. Donc du coup, on n'aurait exactement pas la même couverture médiatique comme d'habitude. Et à chaque fois, bah, ils essayent un peu c'est un peu cru, hein, mais ils essayent un peu de nous la mettre, quoi. Donc là-dessus, on peut que louer justement le travail de Teddy Riner, des différents athlètes et de France Télé qui accepte de, entre guillemets, faire son travail et ce qui était promis, c'est-à-dire de donner exactement les mêmes chances qu'à tous les autres athlètes qui concourent aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques. Après, je pense que là, ils font ça, enfin, je sais pas, je veux pas parler, pour, rien, mais, je pense que là, ils font ça parce que les jeux se passent, en France. Je suis pas sûre que si, les jeux se passaient, bah, à Los Angeles, par exemple, où il y a un décalage horaire et cetera, ils feraient, le même effort pour, tout diffuser et que ce soit vraiment, égal par rapport aux jeux olympiques, quoi. Là, je pense que vu que c'est à Paris, il y a l'effort de fait, mais En tout cas, on essaiera de voir, si justement ça a la même répercussion, que ce soit en France ou à l'international, en termes d'audience. Et puis aussi, bah, comme Elena en parle un peu, avec la rentrée, si ça a aussi la même, répercussion sur,
les personnes qui vont se rendre sur les sites. On le voit, je crois qu'il reste encore pas mal de places, il en reste encore quelques-unes, en tout cas sur, certaines épreuves. Certaines comme le cheval par exemple, enfin l'équitation sont complètes, où il reste que les places les plus chères, mais il y a quand même pas mal de places encore abordables. Donc c'est le bon moment je pense si, vous voulez, aller et vous rendre sur plusieurs épreuves, pour avoir encore des épreuves, abordables. Et justement, ça sera l'occasion de constater un peu les performances de nos Français. On va évidemment les suivre dans cette émission qui va continuer pendant, ces 2 semaines et on aura 2 numéros pour, évidemment, y revenir plus longuement. Très rapidement, puisque je sais que, forcément ce sont des athlètes qui sont pour le moment encore moins médiatisés. On va essayer évidemment de les médiatiser, de les mettre en avant, pendant ces 2 semaines. Mais est-ce que vous avez déjà quelques, athlètes, à nous conseiller de suivre pour cette quinzaine? Du coup, pour moi, ce serait plus déjà au niveau cyclisme sur piste. Je sais que là-dessus, on est vraiment au point. Nos athlètes, ils s'entraînent à l'INSEP avec aussi tous les autres athlètes en cyclisme sur piste. Enfin, c'est pas à l'INSEP, pardon, c'est au Vélodrome de Saint-Quentin. Voilà, ils ont accès au même matériel, voire même, on va dire, un peu plus de recherche et développement, hein, du coup, pour faire vraiment des vélos adaptés à leur performance, avec les casques. Bon, après, tout ce qui implique le cyclisme sur piste avec l'aérodynamisme, etc. Après, il y a aussi quand même le ping-pong, où je sais qu'on a quand même pas mal de joueurs et joueuses. Du coup, en ping-pong, c'est assez spécial. On a enfin, c'est un peu dans toutes les catégories, mais avec tous les différents handicaps, on a vraiment des très bons joueurs et joueuses dans chaque catégorie de handicap. Et après, bah, globalement, énormément de médias s'accordent à dire que bah, on peut aller chercher notre record de médailles et voire même en l'explosant si on fait des très bons scores. Avec plus de 94 médailles, ce serait énorme. Moi, je te rejoins Bastien. Je pense aussi au tennis de table avec Fabien Lamiro notamment, qui est qu'on a encore vu ce soir, qui était là. On va avoir aussi du triathlon. Dès demain matin, on a de grosses compétitions qui commencent avec des gros classements possibles. Samedi prochain, si je me trompe pas, on va avoir du judo aussi, où on est quand même plutôt bien classé. Donc, je pense qu'on aura vraiment un moyen d'avoir un bon record de médailles et pourquoi pas de faire comme aux Jeux Olympiques, de battre ce record des années précédentes et d'aller en chercher toujours plus. Complètement, on espère atteindre un nouveau record comme on l'a fait aux Jeux olympiques et ça va être l'occasion de suivre ça en tout cas pour ces 2 prochaines quinzaines. On va évidemment faire vivre ça, tout au long de la compétition sur Focus avec, chaque jour, des stories et puis évidemment chaque semaine on se retrouvera, les mercredis, pour, ce rendez-vous, le talk Uni au jeu avec évidemment toute l'équipe, qui a été au rendez-vous encore ce soir. Merci à vous 3 d'avoir été là. Bah, merci. Merci. Ainsi s'achève cet épisode. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, n'hésitez pas évidemment à vous abonner à notre chaîne YouTube et à tous nos réseaux. On vous souhaite une excellente nuit au jeu.